à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Accès Direct, votre émission d'information et de rencontre avec ceux qui font l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 19 février 2019. Au programme, ce soir, nous serons en ligne avec François Timel, le secrétaire fédéral du Parti socialiste en Haute-Savoie. Il était avec nous sur le plateau la semaine dernière. Ce soir, il nous parle du grand rassemblement contre l'antisémitisme. Je recevrai ensuite Heidi Sevestre, glaciologue, qui nous parlera de son rôle et de ses prochaines expéditions autour du monde. Je recevrai enfin les menus services d'Annecy, un nouveau service de portage de repas à domicile. Mais avant, je reçois Fanette pour les titres du journal. Salut Fanette. Alors ce soir, dans le journal, on aborde déjà notre premier épisode de la série de la semaine. Voilà, puisque tu le sais, on est en plein dans les vacances de février. C'est la période phare pour les stations. Donc c'est Sébastien Germain qui nous a concocté une série. Il est parti en immersion au Grand Bornand où... comme un peu partout, il y a pas mal de vacanciers. Donc ce soir, premier épisode avec les petites souris de l'école du ski international. Donc ce sont ceux qui débutent. Et le Grand Théâtre de Genève a été rénové. Voilà, ça c'est un reportage signé Jean-Paul Crespi. Il a été rénové. Il y avait eu quelques rénovations au fil des années, mais là c'est un chantier de plus de 70 millions de francs suisses. Donc petite visite tout à l'heure dans le JT. Merci Fanette, on se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. À tout à l'heure. On reste dans l'actualité avec de grands rassemblements prévus partout en France ce soir pour dire non à l'antisémitisme. Ces dernières semaines, les actes antisémites se sont multipliés. En 2018, ils ont augmenté de 74%. Ce week-end, l'académicien Alain Finkielkraut a été la cible d'insultes antisémites. Dans ce contexte, associations, partis politiques sont appelés à se rassembler. Pour parler justement du rassemblement qui est prévu ce soir à Annecy, nous sommes en ligne avec le secrétaire fédéral du Parti socialiste en Haute-Savoie, François Timel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous dans Accès Direct. Alors, le Parti socialiste est à l'origine du rassemblement prévu à Paris. Qu'en est-il en Haute-Savoie? Avez-vous lancé cette initiative? Ou en tout cas, pourquoi avez-vous décidé d'en faire partie, d'y participer ce soir? Alors, en Haute-Savoie, le rassemblement a lieu à Annecy à 19h ce soir. Donc, on se rassemble place du souvenir devant le monument aux combattants. Et l'initiative a été lancée dès vendredi. Elle paraissait complètement évidente aux partis politiques qui ont été signataires au niveau national. Et donc, on s'est rapidement contacté et organisé pour ce rassemblement. Alors, droite, gauche, partis politiques, associations, tous ont répondu présents pour protester contre cette montée des actes antisémites. Est-ce qu'on peut parler d'une sorte d'alliance sacrée, en tout cas une vraie unité nationale? Alors, oui, vous avez raison de souligner qu'il y a des partis de gauche, qu'il y a des partis de droite, de l'arc républicain. Hein. Ça signifie qu'il y a un extrême qui n'a pas été associé à ce rassemblement, mais donc vous l'avez dit, les partis politiques, donc le Parti socialiste, le Parti communiste, les Républicains, l'UDI, le MoDem et la République en marche appellent de façon conjointe, et c'est quelque chose qui est important à souligner. Il faut que les partis politiques républicains soient en capacité de réagir de façon forte, de façon résolue face à cette montée de l'antisémitisme. Vous avez évoqué les chiffres tout à l'heure. Ils sont proprement stupéfiants, alarmants et je dirais même dramatiques. Est-ce que, selon vous, la lutte contre ces actes est assez importante? Est-ce qu'il faudrait plus peut-être de répression ou de prévention? J'ai pas très bien compris la question. Est-ce qu'à votre avis, on a laissé peut-être ce climat se développer? Est-ce que ces actes pourraient être mieux prévenus en tout cas? Ou est-ce qu'il faut en tout cas prendre d'autres mesures pour limiter ces actes? Il y a une évolution qui est très problématique. On sent que il y a des formes
d'inhibitions qui ont existé dans l'histoire, qui sont en train de se lever. Est-ce que l'atmosphère ambiante actuellement est propice à cette pente dramatique que l'on est en train de vivre, c'est possible. En tout cas, ça fait depuis plusieurs années qu'on sent cette évolution, et il faut que à chaque niveau, c'est-à-dire au niveau individuel, dans les familles, mais aussi dans les institutions, donc en premier lieu à l'école, mais dans le reste du pays, la réaction aujourd'hui soit plus vive et plus résolue. Je crois que c'est ça la prise de conscience qui est en train de se vivre actuellement. Il faut analyser ce qui s'est passé par le passé, c'est un fait, mais je crois que l'important, c'est de prendre conscience qu'il y a une urgence à réagir. Merci François Timel. On rappelle l'heure et le lieu du rassemblement ? 19h, donc ce soir, place du Souvenir à Annecy. Et tous les partis politiques appelants et tous les mouvements et organisations syndicales qui soutiennent, qui ont aussi appelé, seront présents. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On note également que le même rassemblement aura lieu place de la Mairie à Chambéry à 19h. Également, nous y reviendrons dans le journal dès demain. On passe à un tout autre sujet avec une invitée de marque. Je reçois ce soir Heidi Sevestre. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Bonsoir. Alors, vous êtes originaire d'Annecy, vous êtes glaciologue et vous étudiez donc les glaciers à travers le monde. Vous allez bientôt partir pour une expédition assez inédite, on va en parler. Mais d'abord, en quoi consiste le métier de glaciologue ? Qu'est-ce qui fait votre quotidien ? Alors, glaciologue, c'est étudier les glaciers. Étudier les glaciers, c'est très intéressant aujourd'hui parce que les glaciers sont des baromètres du climat. Donc dès que le climat change, les glaciers réagissent extrêmement vite. On le sait aujourd'hui, notre climat est en train d'être bouleversé assez rapidement. Donc les glaciers réagissent à ça. Et mon travail, c'est d'essayer de comprendre leurs réponses, leurs comportements et aussi de prévoir la hausse du niveau des mers. D'où vous est venue cette passion pour les glaciers, pour les territoires de l'Arctique, de l'Antarctique ? Comment vous êtes arrivé à ce métier ? Oui, c'est vrai que c'est assez inhabituel. Je crois que mes parents ne comprennent toujours pas comment je suis arrivée à être glaciologue. Mais je suis d'Annecy, donc j'ai passé toute mon enfance dans les montagnes. Et quand je grandissais, je cherchais une bonne excuse en fait, pour trouver un travail qui allait me permettre de rester en montagne. Et je faisais un petit peu d'escalade, un petit peu d'alpinisme. Et j'ai rencontré un guide une fois qui m'a dit « Mais tu sais Heidi, il y a des gens, ils sont payés pour être en montagne et étudier les glaciers. » Et c'est comme ça que j'en suis venue à être glaciologue. Et depuis, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis vraiment une glaciologue de terrain, donc je passe beaucoup de temps dans les régions polaires, que ce soit en Arctique ou en Antarctique. Vous avez vécu, je crois, en Arctique, c'est bien ça ? Oui, exactement. Donc j'ai fait toute ma thèse entre 2011 et 2015 au Spitzberg, justement là où aura lieu notre expédition. Comment on vit en Arctique ? C'est quand même un territoire assez hostile. Alors c'est vrai que le Spitzberg, c'est en fait à mi-chemin entre le nord de la Norvège et le pôle Nord. Il y a une université là-haut où je travaillais, qui est l'université la plus au nord du monde. Donc c'est vrai qu'on s'attend quand même à des conditions assez particulières. Là, depuis hier, le soleil vient de revenir dans l'Arctique. Donc depuis la mi-octobre, il faisait nuit noire. Le soleil revient peu à peu. À partir de mi-avril, il y aura du soleil 24 heures sur 24 jusqu'à la fin août. Donc c'est des conditions très très bizarres. Bien sûr, il y a le froid. Là, en ce moment, il fait moins 30. Donc on s'attend pendant notre expédition à avoir des conditions assez intéressantes. Alors justement, vous en parlez, c'est en 2020, il me semble que vous allez participer à une expédition un petit peu particulière sur cette île de Spitzberg en Arctique, avec 3 autres femmes scientifiques. Quel est l'objectif de cette expédition ? Alors cette expédition, elle s'appelle Climate Sentinels, c'est-à-dire les sentinelles du climat. Et donc nous sommes 4 scientifiques, 4 femmes, et on veut faire une expédition vraiment qui nous ressemble, c'est-à-dire une expédition scientifique qui est propre avant tout. On va se déplacer à ski pendant 1 mois. On va essayer de couvrir à peu près 450 km. Tout au long du chemin, on va prélever des échantillons de neige pour mesurer la pollution aux particules fines qui arrivent jusque dans l'Arctique. Et on veut surtout que ce soit une expédition
qui inspire et qui éduque un petit peu le grand public sur ce que c'est que d'être scientifique, ce que ce sont que les régions polaires, mais aussi ce que c'est que la pollution qui arrive jusque dans l'Arctique. Vous l'avez expliqué, justement, la pollution aux particules fines. Alors nous, on a l'habitude de l'entendre en ce qui concerne la vallée de l'Arve, mais finalement, c'est le même problème qui touche les pôles et donc les glaciers. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'Arctique est une région vraiment très propre, parce que finalement, il y a très peu d'activité là-haut, mais c'est une région qui subit tout ce qui se passe à des latitudes moyennes, par exemple ce qui se passe en France ou ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Et ce qu'on va mesurer au travers de cette expédition, c'est la pollution du noir de carbone. Donc ce sont des particules fines qui sont émises par la combustion des énergies fossiles. Donc c'est par exemple tous les jours quand on prend sa voiture, quand on fait un feu de cheminée, mais aussi les feux de forêt, naturels ou pas naturels, peuvent créer cette pollution au noir de carbone. Cette pollution, elle est très fine, elle peut être très facilement transportée par les vents et ensuite elle peut arriver jusque dans l'Arctique, jusqu'au Spitzberg et se déposer sur la neige et sur les glaces. Et là, l'impact est très intéressant. Parce que ce qui se passe quand on a des petites particules, surtout des particules qui sont noires, qui se déposent sur la neige ou sur la glace, eh ben ça accélère la fonte de la neige et de la glace. Et ça, c'est un impact qui est vraiment dramatique pour une région déjà très affectée par le changement climatique. C'est votre objectif, votre envie de faire partager ces faits scientifiques pour qu'on prenne conscience que finalement notre activité ici a un impact à l'autre bout du monde? Exactement. L'objectif de cette expédition, c'est en fait de tisser des liens. Déjà tisser des liens entre le grand public et la science, mais aussi entre le grand public et ce qui se passe dans les régions polaires. On a l'impression que ces régions polaires sont très loin de nous, c'est le cas, mais finalement toutes nos activités en France ou ailleurs, impacte ce qui se passe, que ce soit en Arctique ou en Antarctique. Justement, le groupement d'experts international sur le climat, donc le GIEC, préconisait d'agir assez rapidement pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré d'ici 2100. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'en tant que scientifique, vous restez optimiste? Alors, c'est assez difficile en glaciologie en ce moment de rester optimiste. Je suis vraiment quelqu'un d'optimiste par nature, mais c'est vrai que malheureusement, on n'a aucune bonne nouvelle à annoncer en ce moment. Nos observations sont pires que nos prévisions, que nos modèles mathématiques en ce moment. Les glaciers, en fait, réagissent très vite, encore plus vite qu'on pouvait se l'imaginer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. C'est vraiment ça le message qu'on voudrait transmettre. Ce n'est pas parce qu'on a l'impression d'être impuissant qu'au contraire, on n'a aucun moyen d'action. Chaque action du quotidien peut avoir un impact sur la neige, sur les glaces. Il faut penser à ces glaciers, même s'ils sont très loin de nous. Vraiment, chaque geste compte. Pour sensibiliser, justement, pendant cette expédition, vous cherchez aussi à avoir des établissements scolaires qui pourraient vous accompagner. Comment s'organiserait cette association finalement? Alors ça nous tient énormément à cœur. Vraiment, on voudrait pouvoir s'associer à des écoles, à des collèges ou à des lycées tout au long de l'expédition, même tout au long de leur année scolaire. On veut vraiment monter quelque chose de constructif, d'avoir une belle structure pour expliquer à ses élèves, à ses étudiants, ce que c'est déjà que d'être scientifique, de monter une expédition pour aller jusque dans l'Arctique, et aussi qui nous lance un petit peu des défis, des expériences qu'on pourrait faire quand on sera sur le terrain. Donc quand on sera vraiment au milieu des glaces au Spitzberg, on aura un petit blog qu'on va entretenir, on va avoir une liaison satellite, donc on pourra communiquer tant bien que mal avec nos partenaires. Et c'est une façon d'impliquer aussi ces jeunes dans la protection de l'environnement? Tout à fait. C'est vrai qu'on voit très bien en ce moment, il y a une vague vraiment de prise de conscience au niveau des jeunes générations sur le changement climatique. Et on voudrait encore plus les impliquer et leur montrer concrètement les impacts du changement climatique sur l'Arctique. Pour cette expédition, vous avez aussi besoin de fonds. Vous avez lancé un appel aux dons finalement? Exactement, donc on est en pleine recherche en ce moment de sponsors, de partenaires. Donc si il y a des personnes intéressées qui souhaitent nous contacter, qu'elles n'hésitent pas à aller sur notre site internet, c'est www.climatesentinels.com. Est-ce que c'est aussi une fierté de participer à cette expédition qui est 100% féminine? Tout à fait. Et vraiment, dans mon monde de la glaciologie, il y a de plus en plus de femmes. Et on voulait montrer que 4 nanas scientifiques pouvaient complètement mener une telle expédition dans l'Arctique. Et c'est une véritable fierté que de partager ce projet avec ces 3 super nanas parce qu'elles sont vraiment tip-top et absolument expertes dans les régions polaires.
Pour vous suivre, donc, on pourra le faire sur le site que vous avez indiqué, donc climatesentinels.com, et puis envoyez-nous un petit message, on y répondra le plus vite possible. Merci beaucoup Heidi Merci. Sylvestre d'être venue nous voir sur le plateau d'Accès Direct, et bonne chance et bon vent pour vos expéditions en tout cas. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Et on retrouve tout de suite Fanette pour la revue de presse. Fanette, on va d'abord parler d'un rappel à l'ordre de la part du ministère des Transports. Oui, il y a une ambiance en ce moment entre l'État et la région, c'est très serein. Alors on en a parlé hier dans le JT, la région, à travers la voix du premier vice-président Étienne Blanc, a annoncé avoir dégoté, disons, 50% de financement européen pour le Lyon-Turin, donc sur le tunnel de base et sur les voies d'accès. Et aujourd'hui, le ministère des Transports a appelé la région à ne pas entretenir la confusion sur le Lyon-Turin. Le ministère dément formellement toute décision nouvelle de la Commission européenne concernant le financement du projet. C'est ce que le ministère a écrit dans son communiqué. Il rappelle que les parties prenantes, donc la région, s'étaient entendues le 1er février sur un programme de travail précis sur les voies d'accès au tunnel. C'était lors de la venue d'Elisabeth Borne à Chambéry, on en avait parlé dans le JT. Et le ministère affirme aussi que le fait que Bruxelles soit prêt à porter de 40% à 50% son financement ne constitue en rien un engagement nouveau et encore moins spécifiquement sur le projet du Lyon-Turin. Donc voilà, donc ça c'était à lire sur le site internet du Figaro. Et on a reçu dans l'après-midi à la rédaction un communiqué de la région, en gros, qui dément le démenti du ministère. Donc, affaire à suivre. Effectivement. Et puis, un appel à manifester. Voilà, un appel à manifester un petit peu original. On prend des nouvelles des Gilets jaunes français et ils seront rassemblés demain, mercredi, devant le siège des Nations Unies à Genève. En tout cas, un appel a été lancé. Les organisateurs espèrent à peu près réunir 5000 personnes. De sources policières, selon la Tribune de Genève qui revient sur ce rassemblement, on attend à peu près 3000 personnes. C'est une manifestation qui s'annonce assez pacifique puisque les Gilets jaunes français seront en terre étrangère à Genève et donc veulent montrer l'exemple. Ils ont par exemple déposé une demande de manifestation auprès des autorités genevoises, une demande qui a été acceptée. Ça se passera de 10h à midi sur la place des Nations et on y reviendra demain soir dans le JT. Et puis toi, on va prendre des nouvelles de la coopérative du côté de laitière, du côté de Bourg-Saint-Maurice. Tout à fait, 52 coopérateurs de Haute-Tarentaise sont désormais propriétaires de la totalité de cette bâtisse. C'est un peu le temple du Beaufort à Bourg-Saint-Maurice. Le magasin a été reconfiguré, agrandi, réaménagé avec différents espaces. On a une partie musée avec des expositions, notamment dans les caves de la coopérative. On a aussi un espace dégustation au restaurant pour les gourmands qui veulent déguster sur place. Et puis une salle Beaufort Express. C'est un petit peu le drive du fromage. C'est là où on peut retirer des commandes passées en ligne ou par téléphone. C'est assez inédit, donc je trouvais ça intéressant à souligner. L'objectif, c'est d'augmenter le débit de ce magasin. Le magasin a doublé de volume, il fait désormais 300 mètres carrés, il est ouvert toute l'année. Il est situé donc en face de la gare et les horaires des trains seront affichés, notamment dans le magasin pour les personnes de passage un petit peu stressées de louper leur train, mais qui ne voulaient pas repartir sans fromage. Donc voilà, pour terminer, quelques chiffres. C'est un investissement de 5 millions d'euros. La coopérative produit 8 millions de litres de lait par an, 18 000 meules de Beaufort par an également. Et elle emploie 27 à 47 salariés selon les saisons. Et il y avait des volontaires à la rédaction pour aller faire un reportage sur les travaux, donc je pense des gourmands surtout. On verra bientôt un reportage. Et puis de l'insolite du côté d'Instagram. Oui, une photo, alors trouvée d'abord sur le compte Twitter de Savoie-Mont-Blanc qui a donc partagé cette photo. Donc c'est un petit air d'Hawaï à Val d'Isère, hein, quand la nature, les éléments jouent les artistes. Ça m'a en tout cas permis de découvrir un joli compte Instagram qui est riche en belles photos de montagnes enneigées. Donc il s'agit de ce compte, The Alpine Trotteuse.
Elle s'appelle Pauline et elle partage de très belles photos. Alors avec en bonus des photos avec son chien. Et je crois que Camille Copin fait déjà partie de ses followers. Elle a été assez fan. Fanette, je te garde avec moi pour une info en plus puisqu'on est dans la revue de presse. Je voulais partager un article de Vanity Fair, le premier d'une longue série d'hommages à Karl Lagerfeld, le couturier allemand qui est décédé ce mardi 19 février à l'âge de 85 ans, on suppose, parce que le mystère était toujours d'actualité sur sa date de naissance. Il n'a jamais vraiment voulu dire son âge. Il était donc le directeur artistique responsable des collections haute couture, prêt-à-porter et accessoires de la célèbre maison Chanel. Il a travaillé également pour Balmain, Fendi, Chloé. Son état de santé inquiétait depuis plusieurs semaines. Il avait d'ailleurs loupé le dernier défilé Chanel, c'était en janvier dernier. Virginie Viard, son bras droit depuis 30 ans, a été désignée cet après-midi pour reprendre la tête de la maison Chanel. Merci Victoria pour cet hommage. On se retrouve tout à l'heure pour les titres du journal. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'accueille à présent notre invité de la rubrique À table, qui est le fondateur des menus services à Annecy. Bonjour Victoria. Jean-Noël Dor, bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Alors, Menu Service, c'est une entreprise de portage de repas à domicile qui existe depuis 2003. Il y a à peu près 70 agences en France et vous êtes à la tête de la première agence en pays de Savoie. Elle a ouvert en fin d'année dernière. Oui, tout à fait, en novembre 2018. Et alors d'abord, expliquez-nous comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est une structure privée. C'est important parce qu'aujourd'hui, sur le marché annécien, c'est essentiellement occupé par des structures publiques. Et donc, nous avons voulu offrir une offre complémentaire. Comment ça fonctionne? Déjà, il faut démarcher toutes les structures du monde médical qui sont en contact avec des personnes qui avancent dans l'âge ou qui manquent de mobilité. Et ces personnes-là deviennent des prescripteurs. Et donc, aujourd'hui, nous avons fait un grand travail sur donc, toutes les cliniques, les hôpitaux, toutes les structures qui donc, reçoivent et suivent les personnes du 4e âge. Et à la suite de ça, on est donc en contact direct avec les clients et qui, généralement, veulent, je dirais, se soulager un peu et garder le plaisir par rapport donc, au repas du quotidien. Notre volonté, en effet, c'est à la fois donc, de maintenir la personne à domicile, mais également de continuer à ce qu'elle ait du plaisir. Et pour ça, nous proposons une solution qui est assez innovante, c'est-à-dire que les personnes vont pouvoir choisir ce qu'elles souhaitent déguster d'une semaine à l'autre. Elles ne découvrent pas les repas lorsqu'elles sont livrées le matin. Voilà. Alors, cela ne concerne pas seulement les personnes âgées, il s'agit aussi de venir en aide aux personnes à mobilité réduite. Alors, il y a une chose, c'est vrai qu'on apporte de la souplesse, et je dirais que toute personne qui est intéressée par ce service peut nous solliciter. Mais c'est vrai que la cible première reste quand même les personnes qui avancent dans l'âge, comme je le disais tout à l'heure, mais également des personnes en manque de mobilité, et on pense obligatoirement au handicap. Donc c'est vrai que ce sont des cibles prioritaires par rapport à cela. Vous avez parlé des menus, ils sont assez variés. On a des menus sans sel, des menus pour les personnes diabétiques, des menus même gourmands. L'idée, c'est de satisfaire un petit peu toutes les envies et aussi tous les profils de personnes. Alors vous avez raison, c'est important. La première chose, en effet, c'est que les menus sont faits par des diététiciennes au sein de la cuisine. Et donc, c'est important de maintenir, je dirais, l'équilibre de la santé. Ensuite, bien évidemment, il en faut un peu pour tout le monde. Donc, on a aussi des menus qui répondent à des spécificités comme le diabète, des menus sans sel, des menus hypocaloriques. Voilà, on peut répondre à tous ces types de régimes sans difficulté. C'est vrai que toutes ces spécificités, on les prend en compte au moment de la mise en place de la prestation, lorsqu'on rencontre la personne concernée et avec qui on va définir, je dirais, tout ce profil important pour qu'on réponde parfaitement à cette demande.
Alors, on parle beaucoup des problèmes de la prise en charge des personnes âgées, de la dépendance, de la perte d'autonomie. Votre entreprise est une forme de réponse, mais cela a un coût. Combien ça coûte pour une personne Alors, vous avez raison. Il y a une chose qui est importante, c'est que j'ai donc l'agrément du service à la personne, ce qui va nous permettre donc d'intégrer cette prestation dans tout ce panel de services à la personne, et notamment à tous les clients d'avoir une déduction fiscale et même un crédit d'impôt pour les personnes qui ne sont pas imposées, notamment sur la partie service. C'est-à-dire que dans cette prestation, il y a le coût du repas et il y a le coût de la livraison. Et c'est sur le coût de la livraison que le client va avoir une optimisation fiscale de 50% de cette partie livraison. Donc, un repas en moyenne, standard, on va dire, avec 5 composantes, c'est-à-dire un potage, une entrée, un plat, une garniture et un dessert, ça fait 5 composantes, on est à 13,50 €. Et si vous enlevez la déduction fiscale liée à l'optimisation du service, on arrive à 9,51 €. Voilà. Donc on est, en tout cas après étude du marché, on est tout à fait dans le marché, puisque aujourd'hui, en effet, il est important qu'on ne soit pas hors marché. Mais avec l'avantage par rapport à... Là, je vous ai donné un prix standard, mais c'est vrai qu'on a différentes formules. On a à peu près 5 formules pour les personnes qui sont seules, mais on a également 3 à 4 formules pour les couples, avec bien sûr une remise par rapport au fait qu'ils soient un couple. Voilà. Alors, l'agence est toute nouvelle, elle est Oui. implantée à Annecy. Donc, pour le moment, quelle zone vous desservez? Alors, j'ai bénéficié bien évidemment du regroupement des communes, et donc l'agence est à Annecy, dans la commune de Crangevrier. C'était important pour l'ouverture. Et donc, bien sûr, on dessert l'ensemble des communes, également toutes les communes autour du lac. Et on va s'étendre petit à petit vers Rumilly, et ensuite, j'espère, mais ça dans un second temps, vers Aix-les-Bains. Aujourd'hui, on a refusé aucune demande par rapport à ce secteur. Est-ce que la demande est importante vraiment en Pays de Savoie? Est-ce que voilà, vous allez vous étendre? Est-ce qu'il y a une vraie demande? Ce qu'on peut dire, c'est que le marché est assez dynamique, hein, puisque, en effet, la part des seniors sur l'ensemble du territoire national, elle occupe 30%, et vous avez une croissance de 2,5% de cette partie senior par an. Donc, oui, le marché est dynamique et la demande est assez active. Et le fait d'apporter une offre complémentaire, je crois que c'est important. En tout cas, on a eu un très bon accueil par l'ensemble des acteurs et même de la concurrence. Je ne sais pas si je sais plus si on en a parlé. Il n'y a pas que les repas, hein, il y a d'autres. Alors, vous avez raison, là, il faut le préciser. Lorsqu'on est service à la personne, on se doit d'offrir une offre globale. Et donc, il y a d'autres prestations, notamment l'aide à l'assistance administrative pour faire votre déclaration d'impôt, répondre à des courriers. Également, là, peut-être avec le printemps, il va y avoir des demandes sur tout ce qui est petits travaux, jardinage. Là aussi, vous avez de l'optimisation fiscale. Et donc ça, c'est des prestations qui vont se développer en parallèle. Mais c'est vrai que le cœur d'activité reste le portage de repas. On rappelle le site internet pour vous trouver? Oui, lesmenusservices.com. Et donc avec une page Facebook notamment dédiée à Annecy. Voilà, donc vous nous trouvez facilement, en tout cas voilà. sur internet. Merci beaucoup Jean-Noël Dor d'avoir répondu à nos Merci de votre questions accueil. sur Mont Blanc. Merci. À bientôt. Au revoir. J'accueille Fanette à nouveau pour le rappel des titres avec notre premier épisode de la série de la semaine. Oui, on s'intéressera aux vacances de février qui battent leur plein. On ira au Grand Bornand pour toute la semaine avec Sébastien. Ce soir, on s'intéresse au premier virage des tout-petits. Et puis le Grand Théâtre de Genève qui est rénové. Effectivement, un chantier de 72 millions de francs suisses. Donc c'est Jean-Paul Crespi qui nous a fait une petite visite puisqu'il y avait eu pas mal de rénovations, mais là, c'est vraiment un gros chantier. On se retrouve donc dans quelques minutes pour le journal sur 8 Mont Blanc, juste après la pub. Restez avec nous.